Vous faire une conférence sur le lien entre le développement d'applications mobiles et le changement climatique et en proposant une approche qui va être basée sur une approche de sobriété. Donc en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces problématiques quand j'étais à Montréal il y a 3-4 ans. Et en fait, je travaillais dans une entreprise qui faisait des systèmes de drones euh, et des systèmes de communication avec tous les drones pour pouvoir aider les sauveteurs en cas de catastrophe naturelle, que ce soit des ouragans, des tremblements de terre. Et du coup, je me suis amené derrière à me poser des questions sur, nous, on propose des solutions contre les ouragans, par exemple, pour aider les sauveteurs après des ouragans. Et donc, du coup, en remontant un peu de fil en aiguille, je me suis posé des questions derrière sur tout ce qu'on me parlait de dérèglement climatique. J'ai lu, par exemple, le rapport au Club de Rome où j'ai fait une thèse du climat et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème de dérèglement climatique et le problème était assez important. Et en plus, moi, mon métier, qui était ingénieur et puis ingénieur dans la tech, avait aussi un impact dans ce dérèglement climatique. À la fois le fait qu'on émettait des gaz à effet de serre, mais aussi, comme le montre le dernier rapport du GIEC, qu'on a aussi un impact sur comment s'adapter à ce changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, on est quasiment sûr que même si on arrive à 2 degrés, on va devoir s'adapter et devoir s'adapter très fortement à un contexte qui va fortement changer. Et donc, en réfléchissant à tout ça, je me suis posé pas mal de questions et j'ai essayé de voir voilà, quel était l'état des lieux au niveau de la tech et au niveau du numérique en général. Donc, les deux grandes sources qu'on a, la grande source surtout en France, c'est l'ADEME, donc l'agence qui s'occupe de la maîtrise de l'énergie en France, et le Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme qui est chargé par le gouvernement pour fournir des rapports sur la stratégie de l'État au niveau du dérèglement climatique. Et donc, déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que le numérique, ça représente 4% des émissions au niveau mondial. Donc, c'est une part qui est quand même non négligeable. Surtout que on est en forte croissance. Donc là, on a un doublement d'ici 2025. Donc, peut-être avec le Covid, ça va être un peu différent. Donc, ça, c'est des prévisions. Donc, c'est pas forcément une science exacte. Mais en tout cas, on sait qu'on va être en forte croissance dans le futur. Et donc, des émissions qui vont augmenter. Alors, avec ces émissions qui augmentent, en fait, nous, on devrait aller dans l'autre sens. Donc, les accords de Paris prédisent souhaitent qu'on arrive à 2 degrés avant la fin du siècle. Et pour ça, il faudrait qu'on arrive à moins de 2 tonnes par habitant au niveau mondial, en 2050. Sauf qu'à l'heure actuelle, pour un Français, donc toujours pareil, avant le Covid, on était environ à 10 tonnes de CO2 par habitant, donc on doit avoir une division par 5. Et donc, en faisant ce constat, on remarque que on n'est pas forcément dans la bonne trajectoire au niveau du numérique, et donc on devrait trouver des solutions pour vraiment diminuer très fortement cet impact. Donc là, les 4% que je vous ai parlé, c'est des émissions qui sont directes. Donc ça va être directement la fabrication des devices, ça va être l'utilisation, la consommation, les data centers. Donc attention, je parle vraiment des émissions directes. Je ne parle pas des émissions indirectes. Par exemple, quand on achète un billet d'avion sur un site internet, le site internet en effet a un impact qui est vraiment minime par rapport aux impacts indirects qu'on a. Mais ça, voilà, c'est un autre sujet que je ne vais pas traiter dans cette conférence. Je vais vraiment m'intéresser aux impacts directs du numérique. Et donc, en regardant, en étudiant un peu tout ça, on a des outils qui peuvent nous aider à piloter cette stratégie. Et donc, l'un des premiers outils, c'est ce qu'on appelle l'équation de Kaya. Donc, l'équation de Kaya, c'est plus une identité qu'une équation d'ailleurs. Ça nous permet de diviser en plusieurs facteurs les émissions de CO2. Donc là, on peut avoir une première décomposition. On peut dire que les émissions de CO2, c'est égal à la population multipliée par les émissions de CO2 d'un habitant. Ensuite, on peut faire la même chose avec l'énergie. On décompose encore une fois les émissions de CO2. Et enfin,
on arrive avec la vraie équation de Kaya, qui est celle-ci. Donc là, on a la population multipliée par le PIB par habitant, donc le niveau de vie, multiplié par l'intensité énergétique de l'économie, donc c'est-à-dire combien on a besoin d'énergie pour produire ce dont on a besoin pour avoir notre niveau de vie. Et enfin, le dernier terme qui est l'intensité carbone de l'énergie, donc c'est-à-dire combien de CO2 on va émettre pour avoir cette énergie. Et donc ça, c'est vraiment très utile dans le domaine de l'énergie et de l'environnement parce que ça nous permet de se focaliser sur plusieurs termes et de voir sur quels termes on pourrait agir pour essayer de lutter contre le changement climatique. Et donc dans le numérique, on peut avoir exactement la même chose. Donc là, c'est une équation de Kaya que je vous propose au niveau du numérique avec les 4 termes que l'on avait avant au niveau de la communication et de la transmission des données. Donc toujours pareil, on a le nombre d'utilisateurs que l'on a sur notre application mobile, qu'on peut multiplier par la quantité d'octets qu'on va échanger par l'utilisateur. On a aussi un autre terme qui est la quantité d'électricité qu'on a besoin pour échanger cet octet-là. Et enfin, on a l'intensité carbone de la production, toujours pareil, pour pouvoir produire cette électricité. Et donc, le premier terme, c'est le nombre d'utilisateurs. Ça, c'est quelque chose, quand on développe une application mobile, on a envie que notre application elle soit utilisée et que voilà, on ait le plus d'utilisateurs possible. Donc, dans un premier temps, on peut le mettre un peu de côté parce que c'est pas le terme sur lequel on va vouloir agir en priorité. Et même, on veut même l'augmenter au lieu de diminuer. Le dernier terme, ça va être l'intensité carbone de la production. Alors ça, on n'a pas forcément la main dessus en tant que développeur, parce que ça va être voilà, dans quel pays on va être. Donc par exemple, voilà, si on est dans un pays comme la Pologne ou l'Australie, on va avoir une électricité qui va être fortement carbonée avec les centrales à charbon. Si on est au Québec, en Suède ou en France, on va avoir une production qui va être assez décarbonée. Et donc ça, on n'a pas forcément la main dessus, mais on peut quand même agir, par exemple, en mettant ces serveurs au niveau des territoires non carbonés. Et donc là, on a un petite chose sur laquelle on peut agir, mais on va pas avoir la main sur où sont les utilisateurs. Et donc, voilà, quelle quantité de CO2 ils vont émettre à l'utilisation de leur application. Par contre, moi, à l'époque, j'étais, voilà, comme je l'ai dit, j'étais dans les systèmes embarqués et je m'intéressais énormément aux notions de performance. Et donc, forcément, là, dans ces termes-là, il y en a un qui m'a vraiment donné envie d'agir et qui me paraissait vraiment très naturel d'agir. C'était la quantité d'électricité qu'on va échanger pour un octet. Donc, c'est-à-dire tout simplement la performance qu'on va pouvoir avoir et l'efficacité qu'on va avoir dans l'utilisation d'un octet. Et donc là, là-dessus, en fait, on a vraiment fait des performances assez incroyables dans le passé. Voilà, quand on revient 30-40 ans en arrière, les communications et tout ce qui était vraiment performance au niveau du numérique était vraiment incomparable par rapport à ce qu'on a maintenant, où on a fait vraiment beaucoup d'améliorations dans ce domaine-là. Et donc dans ce domaine-là, ces derniers temps, il y a un nouvel acteur qui est arrivé, une nouvelle technologie qui est arrivée, c'est la 5G. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la 4G, on était en effet assez limité. Et là, on commence à voir un peu les limites au niveau de la communication parce que on commence à saturer les réseaux. Il y a certaines autres technologies qu'on ne va pas pouvoir développer sans passer à la 5G. Et en fait, cette 5G, elle permet plusieurs éléments qui sont vraiment assez importants. Et là, on se dit, super. Effectivement, avec la 5G, on va pouvoir diminuer vraiment fortement la consommation électrique par octet parce qu'on a fait des recherches assez importantes dans l'efficacité et ça nous permet de pouvoir vraiment être très efficace pour transporter les données. Mais alors malheureusement, en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça parce que en fait, on a un phénomène, ce qu'on appelle l'effet rebond. Dans le domaine de l'énergie. Donc c'est un effet qui était découvert il y a vraiment très longtemps. C'était vraiment à la fin du 19e siècle en étudiant
les centrales à charbon et l'utilisation du charbon au Royaume-Uni, qui a un ingénieur anglais qui s'appelle Jevons, qui a montré qu'en fait, plus on augmentait l'efficacité de l'utilisation du charbon, plus en fait on allait consommer au global de ce charbon-là. Et en fait, ça peut paraître assez paradoxal, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Parce que, en effet, quand on utilise une technologie et qu'on diminue, enfin qu'on augmente l'efficacité de cette technologie, bah, on va avoir tendance à la consommer beaucoup plus. Et donc, on va avoir ce rebond dans l'utilisation et donc derrière dans la consommation globale de la ressource. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail de l'effet rebond, on a deux grandes catégories d'effets rebond, donc l'effet rebond direct et l'effet rebond indirect. Le premier effet rebond, ça va être l'effet rebond direct. Donc, c'est par exemple, si on remonte 50 ans en arrière, on avait des voitures qui étaient très légères mais qui consommaient beaucoup. Et donc, les ingénieurs qui ont développé les moteurs, qui ont augmenté l'efficacité de toutes ces technologies, ont permis d'avoir des moteurs qui sont beaucoup plus performants. Sauf que cette performance-là, on ne l'a pas utilisée à diminuer notre consommation d'essence au niveau mondial. On l'a vraiment utilisée pour avoir des voitures qui sont plus performantes, donc plus rapides, plus lourdes. Et donc, on a cet effet rebond qui est direct. Un autre effet rebond direct, c'est le fait qu'on va maintenant pouvoir conduire beaucoup plus parce que l'essence va être moins chère, donc on va pouvoir se permettre de faire plus de kilomètres. Et l'effet rebond indirect, c'est le fait de changer, d'avoir une autre technologie en plus de ce qu'on avait précédemment. Donc, en économisant, par exemple, de l'essence sur nos transports en voiture, eh ben, on économise de l'argent pour pouvoir, par exemple, faire des transports en avion. Donc là, c'est vraiment un effet qui va être reporté sur un autre secteur, mais qu'il faut pas oublier. Donc là, si on prend notre équation de Kaya, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est diminuer fortement le terme d'énergie sur PIB, donc l'efficacité énergétique. Sauf que en augmentant du coup notre niveau de vie, en augmentant les possibilités qu'on avait, on a au final augmenté les émissions de CO2. Ou en tout cas, si on l'a pas augmenté, dans tous les cas, on a moins diminué de ce qu'on pensait faire à la base. Et donc là, on peut se demander du coup, est-ce que c'est le cas pour la 5G? Alors donc c'est très difficile à dire à l'heure actuelle parce qu'elle n'est pas développée à fond, mais on sait qu'on va pouvoir développer avec la 5G, par exemple l'Internet des objets connectés, on va pouvoir fabriquer de nombreux équipements, et donc on peut quand même faire des estimations. Et donc là, c'est ce qu'a fait le Haut Conseil pour le climat, qui a estimé, donc c'est une fourchette assez large, comme je l'ai dit, parce qu'on a quand même beaucoup d'incertitudes, qui a estimé qu'on avait vraiment une augmentation assez forte de l'impact du numérique dû à cette nouvelle technologie. Et donc là, bah, on peut se dire, en faisant ce constat, bah voilà, on est foutu. La 4G va être limitée. On est obligé de passer à la 5G parce que sinon on va pas pouvoir utiliser la 5G, la 4G. Mais du coup, comment faire? Alors moi, ce que je vous propose, du coup, c'est une approche plus de sobriété. C'est de dire, bah voilà, aujourd'hui la 4G elle est limitée, mais alors pourquoi elle est limitée? Alors, il faut déjà revenir en arrière par rapport à ça. À l'époque, si on revient vraiment là très très en arrière dans les années 40-50, avec l'ENIAC, on avait vraiment un ordinateur qui faisait la taille d'une salle. Et on a aujourd'hui un téléphone qui tient dans la main qui est beaucoup beaucoup plus performant qu'à l'époque. Et pourtant, on n'a jamais eu autant d'émissions de CO2 qui sont dues au numérique. Et ça, c'est parce que, en fait, on a vraiment profité à fond des performances de ces technologies-là et qu'on a vraiment décuplé son utilisation et donc derrière finalement son impact. Et donc, il faut qu'on réapprenne à programmer sous contraintes et notamment sous les contraintes énergétiques. Quand on avait des contraintes qui étaient fortes, on était obligé d'optimiser tous nos programmes. Alors qu'aujourd'hui, voilà, on va pas se mentir, c'est pas forcément, en tout cas dans le domaine mobile, quand on développe une application, c'est pas forcément la première priorité qu'on a. Ça va être plus des problèmes de delivery ou
voilà, tout simplement le fait d'être rapide dans le développement et moins le problème de contraintes. Donc ces contraintes, elles peuvent nous être imposées directement, soit par voilà, le gouvernement, des différentes institutions, ou alors on peut se les imposer aussi à nous-mêmes en se disant, bah voilà, en tant qu'entreprise, en tant qu'industrie du numérique, on peut aussi se forcer à se mettre des contraintes pour pouvoir réduire notre impact environnemental. Et enfin aussi, en tant que consommateur, on a aussi cette contrainte-là. On peut mettre cette contrainte sur le système de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je change de téléphone tous les 2 ans. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je pourrais pas changer tous les 4 ans? Et mettre une contrainte supplémentaire sur, par exemple, les fabricants qui vont devoir faire des téléphones qui durent longtemps. Et notamment nous, en tant que développeurs d'applications mobiles, notre rôle, c'est de faire en sorte que nos applications, elles puissent être utilisées par des anciens devices pour pouvoir permettre à l'utilisateur de garder le même niveau de confort d'utilisation de l'application, mais en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et donc là, comme je vous le dis, en tant que développeur d'applications mobiles, on a vraiment un impact qui peut être très important. Donc on a plusieurs solutions par rapport à ça. La première, c'est vraiment une chasse au gaspillage. C'est vraiment aller trouver dans notre application là où on gaspille de la donnée, par exemple, on envoie trop de données, où on télécharge beaucoup trop de données, et où, par exemple, voilà, notre taille de l'app est pas optimale. Donc nous à BAM, on a étudié un peu ce sujet-là et je vous propose une des chasses de gaspillage qu'on a faites, notamment là c'était vraiment sur l'affichage des caractères. Si on télécharge absolument tous les glyphes que l'on a, bon bah on voit très bien que il y a des caractères qu'on ne va jamais utiliser. Donc on peut se dire bah voilà, là c'est une source de gaspillage parce qu'on a téléchargé, on a utilisé la bande passante pour rien. Alors qu'on utilise vraiment que quelques caractères vraiment courants dans notre application. Donc, avec ça, on peut avoir une petite amélioration. Malheureusement, ça va être assez léger, mais c'est toujours bon à prendre. Et si on arrive à trouver des dizaines de sources de gaspillage dans notre application, ça peut quand même avoir un impact qui est assez important. Ça va vraiment aussi dépendre de comment vous concevez vos applications. Bien sûr, si au début, vous avez une application qui est déjà très lourde et très peu optimisée, vous allez facilement trouver des sources de gaspillage. Si déjà votre application elle est déjà plus optimisée, ça va être un peu plus compliqué. Et donc là, il va falloir passer une deuxième approche qui est une focalisation sur les fonctionnalités vraiment essentielles pour l'utilisateur. Et donc se demander qu'est-ce que veut l'utilisateur réellement? Quel est son besoin, pas vital, mais vraiment quels sont les besoins essentiels pour lesquels il utilise notre application. Et donc, on peut se poser énormément de questions. Une application, par exemple, qui qui lirait directement une vidéo, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on ne peut pas demander juste à l'utilisateur de cliquer sur la vidéo et une fois qu'il a fait l'action de vouloir regarder la vidéo, qu'elle se lance et qu'on la télécharge. Au lieu de faire des applications qui automatiquement vont lire la vidéo et donc dans tous les cas vont demander de la communication. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir aux vrais besoins de l'utilisateur? Pareil, est-ce que dans notre application on est obligé, ou même dans notre logiciel, ou même quand on regarde des vidéos, on est obligé d'avoir du 1080p. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer sur des résolutions plus faibles? Donc là, toujours dans la même optique de diminuer nos besoins en communication. Dans un autre contexte, on peut aussi parler du GPS. Il y a des applications où on a vraiment besoin du GPS. Donc là, on est obligé de l'utiliser. Dans d'autres applications, de temps en temps, on voit des applications qui utilisent le GPS, mais sans vraiment d'intérêt. Ou alors, qui utilisent le GPS absolument partout dans l'application, et pas forcément au point essentiel, dans les pages essentielles. Donc, toujours dans la même approche, vraiment, essayer de comprendre au maximum les besoins de l'utilisateur pour pouvoir
résoudre ce problème du gaspillage et pouvoir vraiment se focaliser sur les fonctionnalités importantes. Donc ça, faut vraiment essayer de comprendre au maximum. On a des outils pour pouvoir comprendre les besoins de l'utilisateur, comme le tracking dans notre application. Faire des interviews utilisateurs sont aussi très utiles pour vraiment comprendre nos besoins. Et donc, je vais finir cette partie-là en vraiment citant Francis Jourdain, qui était un designer donc dans le domaine de l'aménagement, et qui disait qu'on peut vraiment très luxueusement aménager une pièce en la démeublant plutôt qu'en la meublant. Et en effet, donc là, si on voit bien ces 10 images, en effet, on voit que on n'est pas obligé de tout mettre dans notre application, et qu'une application où il y a moins de choses, ça peut être une meilleure application parce qu'on a mieux compris les besoins de l'utilisateur. Et donc là, c'est en faisant ça qu'on va pouvoir résoudre notre équation de Kaya et de vraiment diminuer absolument les émissions de CO2. En agissant vraiment sur les deux facteurs qui sont à la fois l'efficacité, augmenter l'efficacité des technologies, mais aussi en demandant moins de recours et de besoins pour notre application. Et là, je vais finir ma conférence en citant un peu une série que j'aime bien, qui est The Big Bang Theory. Donc dans un épisode où les développeurs, enfin, les ingénieurs faisaient une communication, vraiment envoyer un signal partout dans le monde pour pouvoir juste allumer la lampe qui était à côté d'eux. Et où Penny disait pourquoi on fait ça? Parce qu'on peut. Et en fait, je vous propose d'avoir une autre approche. Au lieu de se dire parce qu'on peut, essayer de réfléchir vraiment est-ce qu'on veut le faire, et essayer de choisir les éléments de la technologie qui vont vraiment améliorer notre qualité de vie et d'éviter ceux qui la détériorent. Donc c'est une phrase de David Baltimore, qui a été prix Nobel de médecine et qui a travaillé sur ces sujets de technologie pour vraiment améliorer la qualité de vie de l'être humain et éviter d'avoir des technologies qui provoquent par exemple un changement climatique et donc vont la détériorer dans un futur assez proche. Donc déjà, merci pour votre attention, et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas pendant la conférence à me les poser, ou voilà, juste après cette présentation, et également par mail ou via LinkedIn, je serai ravi d'y répondre. Merci pour votre présentation, et puis merci encore pour l'organisation de la conférence. Est-ce que vous avez des questions? Merci Julien. Merci. Pour le moment, il n'y a pas forcément de questions dans le chat pendant ta conférence. Donc, sentez-vous libre d'en poser dans le chat, ou même lever la main, comme ça on aura une petite notification, et même quand on est sur scène, poser la question directement à Julien. Et moi, j'ai une question. Aujourd'hui, c'est une pratique systématique chez BAM, sur vos actions sur les applications, ou c'est vraiment dépendant des contextes, des clients qui demandent? Alors, ça serait effectivement un peu trop élevé de dire que c'est une pratique qui est systématique. Alors, la traque du gaspillage, ça a toujours été dans l'ADN de BAM. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on fait, de fournir la meilleure application pour nos clients. Et ensuite aussi comprendre le besoin utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment aussi ancré dans notre ADN. Mais on est vraiment conscient qu'on a encore énormément de marge à faire et de progression à avoir. Et effectivement, nous, comme on est une boîte de services, donc on va fournir des applications à nos clients. Ça va aussi dépendre du client. Par exemple, voilà, on a quand même besoin, par exemple, pour traquer le gaspillage, on a besoin d'avoir du temps de développement. Et donc ça va être aussi en négociation avec le client. Okay. Donc on a vraiment une forte marge de progression. Okay, très bien. Merci. J'ai une question sur Thomas. Désolé pour les coupes, parce que quand je parle, je t'entends de ton côté, Julien. Donc Thomas nous pose la question, est-ce que tu as des exemples concrets où tu as réussi à réduire des stocks clients? Alors, ouais, malheureusement, on n'en a pas encore. On a réussi, alors au niveau du GPS, on l'a un peu réussi à faire ça, effectivement, justement sur le gaspillage.
parce que effectivement c'est quelque chose, l'utilisation du GPS partout dans l'application, c'est quelque chose qui est absolument inutile pour le client. Donc là, on a réussi à le convaincre, on va dire assez facilement, de pouvoir rester que sur les pages vraiment utiles où il a besoin du GPS. Après, par exemple, d'autres sujets comme par exemple la diminution de la résolution ou vraiment des sujets qui vont avoir un impact sur l'utilisateur, qui peut être assez minime, mais quand même ça va prendre un impact. Ça, malheureusement, pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à avoir des clients qui soient convaincus par ça, mais on y travaille. Et Thomas, on va arriver à plus de temps sur des développements pour être plus sobre en data, taille de lab. J'ai pas entendu la question au début. La question, c'est la suite de cette question, et c'est ce que je disais. Donc la question, c'était si tu avais des exemples concrets de réussite côté client, ou à défaut, arriver au moins à passer plus de temps sur des développements pour être plus sobre en data, taille de lab. Ouais, bah en fait on arrive donc là nous aussi dans notre team Greenlight, en fait on met pas uniquement en avant les arguments écologiques, on essaye aussi de mettre en avant des arguments vraiment pour le client. Donc par exemple, quand on va diminuer la taille de l'application, on sait que on va pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs. Donc il y a des chiffres qui sont assez clairs là-dessus. Et donc ça, en fait, en apportant ça, on réussit à avoir du temps de développement, par exemple, pour réduire la taille d'une application. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête, mais vraiment en apportant pas uniquement le côté environnemental, mais il faut toujours avoir en tête que c'est aussi bon pour le client. Et donc voilà, pour réussir à avoir du temps de développement qui soit dédié à ça, voilà, vraiment essayer de faire le lien entre les deux, à la fois l'aspect économique pour le client et l'aspect environnemental. Tu as demandé à rejoindre la scène. J'ai accepté. Sinon, il y a une question de Maxime. Si tu fais une corrélation entre performance et économie d'énergie. Une app plus performante utilise moins d'énergie. Alors après, oui, en fait, performance, c'est vrai que c'est un terme qui est assez général. On peut parler de performance en termes de rapidité, et aussi voilà, d'économie d'énergie. Moi, quand je parle de performance, en effet, ça va être vraiment performance énergétique et efficacité énergétique. Ok. Bonjour. Bonjour. Ouais. Merci pour ta présentation, c'est super intéressant et on se rend compte que tu es intégré au sujet. J'ai un écho aussi, donc c'est bizarre. Je vais essayer de couper mon... Ouais. Et on sent vraiment que donc, de ton côté, c'est pas du tout du greenwashing ce que tu essayes de faire. Ça n'est pas de mon côté aussi, mais j'ai l'impression que c'est très, très, très difficile de le passer côté client et côté force de vente, quoi. Donc, le nom de ta boîte, toi, c'est Green Data, c'est ça, Green quelque chose. Donc, j'imagine que tes clients viennent te voir avec en partie ça en tête, mais est-ce qu'ils viennent pour du greenwashing? Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils viennent pas spécialement pour ça non plus et il se trouve qu'ils viennent chez toi, quoi? Mais voilà, à quel moment, en fait, la valeur, justement, écologique arrive à insuffler en dehors de nous qui sommes convaincus vers nos clients et des choses plus concrètes, quoi. Alors, le nom de ma boîte, c'est BAM. Je pense que vous confondez peut-être avec Green Spector, peut-être, qui est une autre conf plus tard. Du coup, nous, nos clients, ils ne viennent pas spécialement nous voir pour ça. Donc voilà, c'est nous qui essayons, et c'est pour ça aussi que c'est compliqué. C'est à nous de les convaincre. On a quelques entreprises qui sont venues nous demander vraiment spécifiquement. Par exemple, il y a Bouygues Télécom qui vient de sortir un nouveau forfait mobile et dont on a fait l'application. Donc eux, par exemple, je suis assez convaincu qu'ils étaient assez sincères dans leur démarche de sobriété dans leur nouveau forfait. Mais effectivement, c'est une question que nous, on a toujours en tête de se dire, comme en fait je le disais au début, c'était que là, vraiment, j'ai parlé que des impacts directs, mais par exemple, effectivement, si on fait une application, je sais pas, par exemple pour une compagnie aérienne,
effectivement, notre impact de l'application va être vraiment faible par rapport à l'impact indirect que ça va provoquer. Donc là, en effet, on essaye, nous, dans la team, d'être vraiment très vigilant par rapport à ça. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Le greenwashing, c'est quand même quelque chose qui est assez important en ce moment. Donc, d'essayer d'avoir la meilleure approche possible et la plus honnête. Ok, merci. Ok, merci. Du coup, Thomas, c'est bon pour toi, tu peux quitter la salle. Et sinon, on a une question d'Antoine qui précise dans la traque au gaspillage, on parle d'affecter du temps à cette tâche. Pourquoi ne pas travailler en amont sur la sobriété fonctionnelle, tu en as parlé un petit peu, et limiter ainsi le périmètre au strict nécessaire et ainsi gagner sur les coûts, car moins de choses à faire plutôt que de les augmenter. Est-ce que cette démarche est abordée et acceptée par les clients? Ouais, là c'est très très juste. Plus en fait on va avoir cette démarche-là en amont, plus on va pouvoir réussir à avoir la meilleure approche. Donc nous à BAM en fait on a différents métiers, donc que ce soit vraiment des devs, après des PO et des designers. Et donc il y a des applications vraiment qu'on peut faire depuis zéro. Et nous c'est vraiment une approche qu'on essaye de mener, d'impliquer vraiment tout l'équipe projet. Au plus en amont possible et même à la vente du projet. C'est vraiment, en fait, le plus tôt, effectivement, tu as raison, le plus tôt on va pouvoir réfléchir à ces sujets-là, au mieux ça sera. Et donc, oui, c'est effectivement le cas. On essaye de le faire au plus tôt possible. Ok. Il y a encore un petit peu de temps pour une question. Sinon, on met fin à cette conférence et puis on laisse la place à Marion qui prend la relève. Pas d'autres questions? Merci beaucoup Julien. Et puis effectivement, si vous voulez approfondir le sujet, sentez-vous libre d'interpeller Julien au travers des différentes salles du Mobilis Immobilier, donc principalement dans la salle d'accueil et puis bien évidemment sur tes points de contact qui sont rappelés sur cette slide-là. Merci beaucoup Julien.